Je vais procéder à l'appel. Donc René Pontet présent, Éric Lacroix, présent. Simone Gallon, Thierry Tolin absent, pouvoir à Jean-Marc Guillot, Peggy Rouge-Pipro, Henri Burnichon, Lydie Auguet, Jean-Marc Guillot, André Damet, Jean-François Taille, Christian Lafay, Corinne Jolin, Nathalie Chanfray, Jean-Pierre Herada, Sandrine Deveau, Laurence Pirat, Angélique Gonin-Chartier, elle n'est pas arrivée, je pense qu'elle va arriver, Aurélie Ledieu, Alexis Debord, Rémi Labrosse, Emmanuel Metz, Daniel Dumontet, Pascal Cernicaro, Patricia Pivot, absente, pouvoir à Daniel Dumontet, Romain Collier, Patricia Balmont, absente, pouvoir à Romain Collier, Dimitri Girard. Bien, merci. Le quorum étant largement atteint, je déclare donc la séance ouverte. Donc pour commencer, donc je voudrais donc, vu la démission donc de Christelle Jarret, je voudrais procéder à l'installation d'un nouveau conseiller municipal. Donc Christelle Jarret a arrêté pour des raisons personnelles. Donc Christine Darfin n'a pas souhaité intégrer le conseil municipal. Partant de là, donc il s'agit d'installer Emmanuel Metz en tant que conseiller municipal de la ville d'Amplepuis. Donc c'est une information qu'on vous fait. Donc je voudrais féliciter Emmanuel Metz pour cette arrivée. C'est un retour puisqu'il avait déjà été ancien conseiller municipal. Donc bienvenue Emmanuel. Donc bon, on se connaît suffisamment. Je sais que on va pouvoir, tu vas pouvoir nous amener beaucoup de choses vu tes compétences. Bien, avant d'aller un petit peu plus loin, je voudrais aussi féliciter Dimitri Girard pour son deuxième garçon. Donc félicitations. Voilà. Et donc, on va passer au point numéro 1. Je vais vous faire passer ce tableau, puisque après l'installation d'Emmanuel Metz, il faut qu'on refasse le tableau du conseil municipal et je vais demander à tout le monde de simplement mettre sa signature sur la feuille blanche qui est ici. Voilà, donc je vous fais circuler la feuille. Et donc on va procéder, donc on va passer au rapport numéro 1, c'est la désignation du secrétaire de séance. Bon, d'habitude c'est Angélique, mais elle n'est pas arrivée, donc je crois que ça doit être Rémi. Rémi, donc est-ce que Rémi Labrosse, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Des abstentions? Donc Rémi est désigné et je vais te demander de passer au rapport numéro 2, à savoir l'approbation du PV de la deuxième séance. Je te demande de le lire. Merci. C'est bon, c'est bon. C'est bien. Désignation du secrétaire de séance. Approbation du PV de la séance du 6 juillet 2021. Exercice des pouvoirs délégués du maire, compte rendu. Délégation du conseil municipal au maire, actualisation. Session, lot ZAC de Coucy, lot 83. Personnel communal, modification du tableau effectif. RIFSEP, modification. Approbation du recours à un contrat d'apprentissage, CAP maintenance de bâtiments de collectivité. Approbation du recours à un contrat d'apprentissage, communication. Approbation du recours à un contrat d'apprentissage, licence métier des administrations et des collectivités territoriales. Approbation du recours à un contrat de professionnalisation, secrétaire médical. Projet de construction d'un gymnase, avant-projet définitif et fixation de la rémunération définitive de la maîtrise d'œuvre.
Projet de construction d'un gymnase. Transfert de la subvention massif centrale de l'accord à la commune. Installation classée pour la protection de l'environnement. Projet de servitude d'utilité publique. Site Gerfleur. Convention relative aux travaux d'aménagement d'un plateau surélevé rue Saint-Paul. Aide à l'habitat. Guide interne relatif à la passation des marchés publics. Actualisation. Subvention aux associations. Approbation de la charte des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. ATSEM. Bien, merci. Est-ce que vous avez des questions sur ce procès verbal? Pas de questions, donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Des abstentions? Merci. 2, 4, 6 abstentions. Merci. On passe donc au rapport numéro 3, c'est l'exercice des pouvoirs délégués du maire. Donc à chaque conseil municipal, je dois rendre compte au conseil municipal des décisions qui ont été prises en application de la délégation que vous m'aviez confiée le 26 mai 2020 et le 6 juillet 2021. Donc en ce qui concerne les concessions de cimetières, une vente de concession, la 205. Une vente concession, la 439, c'est 2 dans le cimetière 1. Ensuite, dans le cimetière 2, la vente de la concession 202. Dans le cimetière 3, la concession 179 et 174. Dans le cimetière 4, la concession 295, 81 et 54. Dans le columbarium, la vente d'une case B2 013 pour 30 ans. Et dans les cavernes, la vente de la numéro 10 pour 30 ans. En ce qui concerne la renonciation au droit de préemption, la vente bâtie sur terrain propre rue Belfort. La vente bâtie sur terrain propre rue Saint-Paul. La vente bâtie sur terrain propre route de Saint-Claude. La vente bâtie sur terrain propre chemin de Sandrin. La vente bâtie sur terrain propre avenue de la Gare. La vente bâtie sur terrain propre rue du 11 novembre. La vente bâtie sur terrain propre avenue de la Gare. La vente bâtie sur terrain propre à Saint-Claude-Uissel. La vente bâtie sur terrain propre à Coucy. La vente bâtie sur terrain propre impasse de Tex. La vente bâtie sur terrain propre allée du Bonheur. La vente bâtie sur terrain propre rue Saint-Antoine. La vente bâtie sur terrain propre route de Machézal. La vente bâtie sur terrain propre rue Auguste-Villy. En ce qui concerne des demandes de subvention donc, qui a été déposée le 4 août 2021 auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est dans le dispositif programme équipement sportif. C'est pour la construction du gymnase. Le montant du projet étant de 2 830 859,50 €. Le montant sollicité est de 200 000 €. Dans les engagements de dépenses, la mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de la tranche 8 à la ZAC de Coucy chez Oxiria pour un montant de 29 808 €. La conclusion d'un avenant au marché et de réhabilitation de la Tour Bourbon chez Lépine Frères. La conclusion, ça concerne le lot 4 pour l'électricité, plomberie, chauffage pour un montant de marché initial de 8 833,37 € et donc un avenant de plus de 147,70 €. L'objet de l'avenant, c'est une plus-value de 398,40 €, une moins-value de 150,70 € et le montant du nouveau marché est de 9 081,07 €. Le remplacement d'un enregistreur de vidéosurveillance au pôle petite enfance chez Rouen Électrique pour un montant de 1326 €. L'aménagement d'un parcours sportif au Clos du Cré chez Compran pour un montant de 9 600 €. L'acquisition d'une climatisation portable pour le pôle petite enfance chez Rexel pour un montant de 3 259,98 €.
l'achat de 25 médailles de la ville d'Amplepuis en bronze le service administratif chez Drago pour un montant de 2046,90 €. L'acquisition barre accroche plus échelle à la halle Robin Marieton chez Roche Métallerie pour un montant de 1112,40 €. L'achat de bancs pour le parc de l'industrie chez City Nao pour un montant de 4222,80 €. Une mission EPC pour la construction du gymnase Bagatelle chez Oxiria pour un montant de 35 040 €. Les travaux de voirie, la création d'un plateau surélevé rue Saint-Paul pour Eiffage pour un montant de 23 568,36 €. La fabrication d'une barrière pour le pont Mondet chez Sherpin Métallerie pour un montant de 8 004 €. Mission AMO, c'est le déploiement de la vidéosurveillance en centre-ville chez LB Conseil pour un montant de 14 160 €. Achat de barrières pour le Clos du Cré chez Roche Métallerie pour un montant de 15 893,76 €. L'attribution d'un marché MOE aménagement de la tranche 8 à la ZAC de Coucy chez Oxiria pour un montant de 29 808 €. Le dépôt de demande d'autorisation d'urbanisme, c'est le dépôt du permis de construire chemin de Bagatelle pour la construction du gymnase. En assurance, c'est un avenant au contrat prévoyance collective, maintien de salaire, numéro 69006 PMS, actualisation du taux de cotisation chez MNT. Donc voilà toutes les opérations qui ont été engagées pendant ce temps. Donc est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Donc c'est une information. Donc je note l'arrivée d'Angélique Gonin-Chartier. Et on passe donc au rapport numéro 4, c'est l'actualisation du montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux. Donc suite à la démission de Christelle Jarret, il y a lieu de modifier les indemnités de fonction du maire avec une répartition différente. Donc en ce qui concerne le maire, ça ne change pas. Les adjoints, on a simplement 4 adjoints qui sont adjoints seuls. On a 2 adjoints qui sont appuyés de 2 conseillers délégués. Le montant de l'enveloppe ne change pas, donc c'est simplement on demande de fixer la nouvelle enveloppe, mais c'est le même montant, et de décider que le montant de ces indemnités pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint et de conseiller délégué est dans la limite de l'enveloppe globale indemnitaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par les articles précités. Donc il n'y a pas de changement donc, par rapport à l'ancienne mouture, pour ainsi dire. Donc je précise que le montant des crédits est ouvert au budget de la commune pour le financement de ces indemnités de fonction de maire, d'adjoint et de conseillers municipaux. Et donc il est égal au montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées. Je dis que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif de chaque année. Il y a lieu de décider donc que ces indemnités seront versées à compter du caractère exécutoire des arrêtés de délégation de fonction. Il y a lieu de préciser que les indemnités de fonction sont payées mensuellement et seront automatiquement revalorisées en fonction de la valeur du point de l'indice. Et je vous demande d'approuver le tableau récapitulatif de l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal à compter du caractère exécutoire des arrêtés de délégation de fonction. Est-ce que ce rapport apporte des questionnements? Votre question? On passe donc au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Des abstentions? Merci. Rapport numéro 5, c'est l'actualisation des membres des commissions municipales. Donc,
considérant que suite à l'entrée au conseil municipal d'Emmanuel Metz, il convient dans un objectif tiré de la bonne administration des affaires de la commune de tenir compte de son installation et de l'intégrer aux différentes commissions. Donc je vous propose d'actualiser comme suit la liste des membres des commissions permanentes. Emmanuel Metz intègre la commission vie scolaire, jeunesse, petite enfance, communication, culture, nouvelles technologies, affaires sociales, en lieu et place de Christelle Jarret. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? On passe au vote. Des gens qui sont contre? Abstention? 4, 6 abstentions, merci. On passe au rapport numéro 6, c'est l'actualisation des représentants de la commune au sein des organismes extérieurs. Il est proposé au conseil municipal d'actualiser comme suit les désignations au sein des organismes extérieurs, donc le centre social de délégués, mutuelle bout de chou, un titulaire, un suppléant, MJC 2 délégués, collège Eugénie de Pomet, un titulaire, un suppléant, conseil de parents d'école, un délégué, la passerelle, un délégué, mission locale rurale, un délégué, association de la Roche, un représentant, comité de jumelage, 2 représentants, CAUE, un délégué, à tout commerce, un représentant, Calypso Service, un représentant, comité des fêtes, 2 représentants, les jardiniers d'Amplepuis, un titulaire, un suppléant, le correspondant défense, un représentant. En ce qui concerne donc le centre social, donc on a 2 délégués et donc Emmanuel Metz prend une place de délégué au centre social, de même que la mutuelle bout de chou et au collège Eugénie de Pomet. Sinon le reste ne change pas par rapport à l'ancienne situation. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Passe au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Abstention? 2, 4, 6. Ouais, 2, 4, 6 abstentions, merci. On passe au rapport numéro 7. Je laisse la parole à Lydie, puisqu'elle est suppléante au CIDER. Alors l'objet, approbation de la modification des statuts du CIDER. Donc en fait, cette modification est une actualisation officielle des statuts. Des compétences optionnelles qui ont été votées en date du 22 juin 2021. Donc ces compétences sont la production et distribution de chaleur et de froid, la mobilité propre, les IRVE, mais aussi les stations d'avitaillement de véhicules au gaz, la production et la distribution d'hydrogène, ainsi que les autres sources de carburant propres à l'usage des véhicules. La production d'électricité, les panneaux photovoltaïques, mais aussi les installations innovantes d'agrivoltaïsme, les ombrières de parking, comme toute installation de production utilisant d'autres énergies renouvelables. La maîtrise de la demande en énergie par une gestion optimisée des réseaux, aide technique, outils de mutualisation avec le logiciel Prosper. Gestion des nouvelles installations de production d'énergie, autres que l'électricité, comme les unités de production de biogaz à partir de la méthanisation et les unités de cogénération, l'animation des plans climat-énergie territoriaux. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le projet de modification des statuts du CIDER. Il y a un tableau récapitulatif des compétences, annexe 1. Voilà, il s'agit d'une actualisation de choses qui se faisaient ou qui peuvent se faire à l'avenir. Pendant qu'il y avait des modifications, ils ont vu un peu large par rapport notamment aux ombrières ou aux autres sources de carburant propre qui pourraient évoluer pendant le mandat à venir. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Si on n'a pas de questions, on passe au vote. Des gens qui sont contre? Abstention? Merci. Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 8, c'est l'approbation de la modification des statuts de l'accord pour la passation des marchés en groupement de commandes. Donc il est nécessaire de faire évoluer les statuts de l'accord afin de lui permettre de mener tout ou partie de la procédure de passation d'un ou plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres de groupements de commandes composés de communes membres de l'accord et le cas échéant aussi de cette dernière.
Considérant que l'accord souhaite toutefois limiter son intervention à la seule procédure de passation des marchés jusqu'à la notification des marchés, considérant qu'elle souhaite aussi n'intervenir que pour les groupements de commandes dont elle est membre et pour ceux qui regroupent au moins 10 communes membres sur sollicitation du coordonnateur du groupement, considérant que la modification statutaire adoptée par l'accord doit être approuvée par une majorité qualifiée des communes membres en application de l'article 52.11.20 du Code général des collectivités territoriales, puis par le préfet du Rhône. Donc je vous demande d'approuver le projet de modification des statuts ainsi rédigé. La commune de l'Ouest rhodanien pourra assurer à titre gratuit, par convention, la procédure de passation jusqu'à la notification des marchés pour les groupements de commandes dont elle est membre, pour les groupements de commandes composés au minimum de 10 des communes membres, si elle n'en est pas membre, et sur sollicitation du coordonnateur du groupement de commandes. L'exécution des marchés relève de la responsabilité de chacun des membres du groupement de commandes. Voilà, donc ça peut. Jusque-là, on avait il y a 3 chapitres où on commande avec l'accord. C'est le PATA, c'est le sel de déneigement et la troisième, la signalisation. Donc il y a possibilité éventuellement d'aller vers plus de mutualisation et tout ça, donc il faut qu'il y ait au moins 10 communes qui en fassent la demande, ou alors que l'accord elle-même soit partie prenante pour qu'on puisse lancer ce groupement de commandes. C'est pour ça qu'il fallait actualiser un petit peu ces statuts pour qu'on puisse éventuellement aller dans ce sens. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Autre question? Des gens qui sont contre? Abstention? Une abstention. Merci. On passe au rapport numéro 9, l'avis de la commune sur le PLH. Eric. Donc rapport numéro 9 concerne le programme local de l'habitat. Donc ce programme était en révision et il a été arrêté le 30 juin 2021 par la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien. Donc suite à cet arrêt, les communes doivent se prononcer dans un délai de 2 mois. Et donc ce PLH doit être soumis à l'avis du conseil municipal. Donc je rappelle que le PLH est un outil de planification et de définition d'une stratégie d'action en matière de politique de l'habitat. Il se décline sur 6 ans, donc sur la période 2021-2027. Dans le cadre de la révision de notre PLU, donc on devra tenir compte de ce document, notre PLU doit être compatible avec le PLH. Quel comprend ce document? Donc un diagnostic, un document d'orientation et un programme d'action détaillé. 4 orientations pour les 6 ans à venir. Donc la poursuite de la rénovation des parcs anciens, donc ça se réalise dans le cadre de notre OPAH. Cibler l'offre nouvelle vers la demande et les besoins insatisfaits, accompagner les ménages en difficulté et pérenniser une gouvernance dynamique et partenariale. Donc le programme d'action comprend 18 actions avec un budget prévisionnel de 18 millions d'euros sur les 6 années, donc ce qui fait 3 millions annuels. Donc vous avez la liste des 18 actions, je les ai détaillées lors des commissions urbanisme. Je peux vous les citer rapidement. Donc la numéro 1, c'est la plateforme de rénovation énergétique et l'éco-passeport. Donc c'est tous les dossiers que l'on vote en conseil municipal pour apporter nos aides communales, ainsi que les aides de l'accord. On a le numéro 2 qui ne nous concerne pas, qui est le renouvellement du PIG, mais puisqu'on est couvert par une OPAH, on n'intègre pas ce dispositif. L'action numéro 3, c'est la poursuite des OPAH. Donc ça, pour nous, elle a démarré en 2021. Une étude sur les logements vacants, numéro 4. Ensuite, une partie numéro 5 sur les secteurs dégradés. En 6, c'est la mise en place d'un permis de louer. Donc là, c'est un dispositif qui évite de louer des logements salubres ou vétustes.
Je pense qu'il faudra qu'on le mette en place, mais c'est un dispositif qui est un petit peu compliqué, un petit peu lourd. Donc on va voir ça avec l'accord, comment le mettre en place. En numéro 7, tout ce qui est habitat dégradé. Numéro 8, c'est la structuration de l'intervention foncière. Numéro 9, le soutien aux opérations portées par les opérateurs sociaux. En 10, l'extension du protocole habitat. En 11, c'est une animation de la réflexion intercommunale en urbanisme. Donc là, c'est l'établissement d'une charte paysage qui va être déployée sur le territoire, et notamment pour lutter contre tout ce qui est hauteur de talus, insertion dans le paysage. On a beaucoup de difficultés à faire comprendre aux aménageurs comment intégrer une maison dans des pentes, on le voit notamment à Coucy. La numéro 12, c'est l'accompagnement et le suivi des ménages en difficulté de logement. Numéro 13, le soutien au collectif logement et à ses initiatives. 14, l'accompagnement à la création de logements d'urgence communaux. Donc on a un exemple qui a été réalisé sur Tizy. Ensuite, en 15, c'est l'habitat des seniors, avec également une opération qui doit voir le jour à Coucy. En 16, l'accompagnement à la cohabitation intergénérationnelle. Ensuite, en 17, ça nous concerne pas sur la commune, c'est la prise en compte des besoins des familles du voyage sédentarisé. Donc c'est notamment l'aire d'accueil de Saint-Marcel-l'Éclairé. Et en 18, donc c'est la coordination de tout ce PLH avec un pilotage et une animation. Donc on doit rendre notre avis, comme je vous l'ai dit, dans les 2 mois, et ainsi que donc c'est le syndicat mixte du Beaujolais qui a en charge l'élaboration du SCOT, qui doit aussi se prononcer sur ce projet. Suite à donc tous ces avis, donc le conseil communautaire va à nouveau délibérer et amender éventuellement le document. Et ensuite, ce document sera transmis au préfet, qui sollicitera l'avis du CRHH, donc le comité régional de l'habitat et de l'hébergement. Et à l'issue de toutes ces consultations, on aura un nouveau passage en conseil communautaire pour l'adoption du document qui sera exécutoire je crois que c'est dans les 2 mois suivant la date de la délibération. Voilà. Pour ce PLH, donc ce que je propose, c'est quand il sera approuvé, alors le délai, ça sera, je pense, au début de l'année prochaine, puisque je crois qu'il y a un peu de retard, mais c'est de le mettre sur notre site, que vous puissiez le consulter. Il y a des chiffres, il y a des choses intéressantes, plutôt que de vous en faire un résumé, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué de faire des résumés, on échappe pas mal de choses, donc avec les documents, le diagnostic, vous aurez une image un peu de tout l'habitat sur le territoire. Voilà. Bien. Donc par rapport à ça, donc, on propose à l'Assemblée de débattre, bien sûr, sur ce PLH. Éventuellement, donc, je vous demande d'émettre un avis favorable sur ce projet et d'autoriser le maire à signer. Donc, est-ce que vous avez des questions pour lancer le débat? Pas de questions? Bon, ben on va passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Abstention? Merci, adopté à l'unanimité. Merci. On passe au rapport numéro 10. Journée de vaccination Covid-19, c'est le règlement des honoraires d'un médecin. Donc le docteur Rigui, un médecin retraité, a procédé à la vaccination le 28 avril, 21 juin et 21 juillet. Donc ce médecin n'a pas pu percevoir de rémunération parce qu'il est médecin retraité et nous n'étions pas qualifiés en tant que centre de vaccination pour la réalisation de ces actes. Donc on a proposé la commune de payer ce médecin sur ces 3 jours, donc à hauteur de 20 heures et à 50 € de l'heure.
donc ce qui représente une somme de 1000 euros. C'était pas une obligation qu'on fasse ces centres de vaccination, mais je pense que ça nous a permis d'apporter notre pierre à l'édifice. Je pense que c'est normal pour une commune d'avoir participé. Voilà ma position. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Oui. Qui m'a relativement surpris. La première des questions que je vais vous poser, c'est est-ce qu'il y a eu un contrat avec ce médecin et pour justement assurer le... Oui, bien sûr, oui. Parce qu'il y a deux cadres. Il y a deux cadres possibles, une contractualisation ou pas. Pour avoir éventuellement, pour que vous, structure, vous demandiez un remboursement éventuel à l'ARS ou à la COS. Non, on n'a pas fait la demande parce qu'on n'avait pas droit, c'était clair et net d'après le... Ah bah non, parce que depuis le 1er avril, il y a un nouveau dispositif de rémunération des professionnels de santé retraités. Eh ben, a priori, c'est pas ce qui nous a été dit, voilà, c'est pour ça qu'on en reste Alors là. moi, j'ai le texte de la sécurité sociale, via c'est Amélie. bien, je le prendrai alors Oui, éventuellement. je veux bien, parce que là, quand même, il est noté très clairement qu'un nouveau dispositif de rémunération des professionnels de santé non connus de l'assurance maladie est proposé. Depuis le 1er avril 2021. Mais y compris avec pour un paiement direct du professionnel par l'assurance maladie qui communique ensuite à la COS. Il y a tous les détails. Oui, mais y compris pour les... Pour les médecins retraités. Oui, non, mais c'est pas ça. Et C'est pour pas les ma question. Pour les structures qui, justement, ne sont pas centres de soins. Et Qui ne sont pas centres de vaccination. Centres de vaccination. Bon, je suis preneur, si c'est possible oui, de me le Alors, donner, moi, bien je sûr. suis complètement d'accord pour rémunérer le médecin, c'est pas ça. C'est plutôt que s'il y a des choses qui existent, je trouve dommage de ne pas, donc, moi, ce que je en vous profiter. Ce que je vous propose, c'est qu'on vote quand même la délibération des 1000 euros sous réserve qu'on puisse pas se faire rembourser dans le cadre de votre proposition. Est-ce que vous êtes d'accord comme ça? Tout à fait. Bien. Je pourrais les récupérer à la fin, oui. Ok. Donc on va passer au vote. Est-ce que vous avez d'autres questions par contre, avant? Bon, sinon on passe au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Abstention? Merci, on passe au rapport numéro 11, c'est l'actualisation du RIFSEP. L'actualisation du RIFSEP, ça fait suite donc à une réussite d'examen pour une personne qui devient responsable de médiathèque. Donc il y a une validation à décider des critères et des montants tels que définis ci-dessus. Et puis signaler bien sûr que les crédits correspondants sont bien inscrits au budget. Donc en ce qui concerne l'IFSE, donc ça serait 5100 euros et le CIA c'est 1700 euros. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Pas de questions, on passe au vote des gens qui sont contre, des abstentions. Merci, on passe au rapport numéro 12, c'est l'adhésion au dispositif du CDG 69 pour le signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste dans la fonction publique. Donc la transformation de la fonction publique a créé un nouvel article fixant les droits et obligations des fonctionnaires qui prévoit pour les employeurs des trois versants de la fonction publique l'obligation d'instaurer un dispositif de signalement des actes de violence, discrimination, harcèlement et agissement sexiste au sein des collectifs de travail. Les objectifs majeurs de ce dispositif sont les suivants. Effectivité de la lutte contre tout type de violence, discrimination, harcèlement et en particulier les violences sexuelles et sexistes. La protection et l'accompagnement des victimes, la sanction des auteurs, la structuration de l'action dans les trois versants de la fonction publique pour offrir des garanties identiques, l'exemplarité des employeurs publics, le décret 2020-256 d'application prévu pour ce dispositif est paru le 13 mars 2020. Détermine avec précision les composantes du dispositif à mettre en œuvre par les employeurs publics.
La loi précitée crée également un nouvel article 26.2 dans la loi 84-53 de la fonction publique qui indique que les centres de gestion mettent en place pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande le dispositif de signalement prévu à l'article 6 quater A de la loi 83, bon bref. Le centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon propose donc une nouvelle prestation pour la mise en œuvre de ce dispositif obligatoire. Il a choisi d'externaliser le dispositif par l'intermédiaire d'un contrat auprès de prestataires afin de garantir une totale indépendance entre les conseils dispensés aux employeurs par les services du CDG et l'accompagnement et le soutien prévu par le dispositif en direction des agents. Les collectivités et établissements publics qui le demandent peuvent adhérer au dispositif qui comprend à minima les composantes ci-après, telles que prévues par le décret précité. Je ne vais pas tout vous lire, hein. On va passer tout de suite à l'adhésion au dispositif qui se matérialise par la signature d'une convention d'adhésion avec le centre de gestion qui définit les modalités de mise en œuvre, la durée, les droits et obligations de chacune des parties, les mesures de protection des données d'adhésion, des données personnelles ainsi que les modalités de résiliation, d'un certificat d'adhésion tripartite entre le CDG, le bénéficiaire et le prestataire qui fixe les conditions de mise en œuvre de l'accompagnement des agents et des employeurs et le cas échéant. Oui. Donc la durée de la convention est de 2 ans, elle est renouvelable une année, donc je vous propose d'approuver la convention d'adhésion à intervenir en application de l'article 26.2 de la loi du 26 janvier 84 avec le CDG, le maire à la signer, ainsi que ses avenants, le cas échéant, et le certificat d'adhésion tripartite, d'approuver le paiement annuel au CDG d'une somme de 300 € relative aux frais de gestion et au pilotage du contrat jusqu'au terme de la convention et calculé compte tenu de ses effectifs qui comptent 60 agents. Et de dire que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre de la présente délibération seront imputées sur le budget de l'exercice correspondant. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Autre question? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Des abstentions? Merci. On passe au rapport numéro 13. C'est l'approbation du recours à un contrat d'apprentissage. Considérant que l'apprentissage permet à des personnes d'acquérir des connaissances théoriques, on a la possibilité d'avoir un contrat d'apprentissage donc avec une personne qui est en CAP électricité à François Mansart à Tizy. Donc je vous demande d'approuver le recours au contrat d'apprentissage, de conclure dès la rentrée scolaire un contrat d'apprentissage pour une durée de 1 an avec un étudiant CAP électricité à François Mansart. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget et je vous demande de m'autoriser à signer ou à mon représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats d'apprentissage ainsi que les conventions de formation. Donc effectivement c'est quelqu'un qui a une spécialisation plus électricité mais qui est prête à faire tout ce qui peut être compris dans le pôle bâtiment, puisque je vous rappelle qu'on a trois pôles à la commune. On a un service espace vert, un service voirie, un service bâtiment. Donc elle est dédiée au service bâtiment. Elle fait aussi bien de l'électricité, de la peinture, du sanitaire, tout ce qui touche à tous les bâtiments. Voilà, c'est une dame qui a 30 ans. Voilà. Elle a déjà un CAP de maintenance qu'elle a fait donc à François Mansart l'année dernière déjà. Voilà. Non, c'est pas une reconversion. Non, elle a fait un peu. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?
Autre question, on passe au vote des gens qui sont contre. Abstention. Merci. Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 14. C'est la vente d'un lot dans la tranche 6 à la ZAC de Coucy. Donc je vous rappelle que sur la ZAC de Coucy, sur la tranche 6, le prix était fixé à 57 €. Donc on s'en tient bien sûr au prix qui était défini au moment de la vente de cette tranche 6. Donc je vous demande d'approuver la vente du lot ci-après, pour laquelle l'acte de vente devra être réalisé avant le 12 octobre 2022, à défaut de quoi la réservation serait caduque. D'autoriser le maire ou son représentant à signer l'acte notarié auquel interviendra également le receveur municipal ou son représentant. Donc il s'agit du lot 84 cadastré D933 d'une superficie de 1007 m², les acquéreurs étant Madame Papot Libéral et Monsieur Ginet, pour un montant donc total de 57 399 €, avec des servitudes de passage et tout réseau réciproque entre les lots 84 et 86. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Pas de questions, on passe au vote des gens qui sont contre, des abstentions. Merci. Rapport numéro 15, Eric, la convention. Donc rapport numéro 15 concerne la convention pour les travaux de plateau surélevé au Clos du Crêt. Donc vous avez pu constater que ces travaux ont déjà démarré. Les bordures sont posées en totalité et on devrait réaliser les travaux d'enrobé à la fin du mois. Donc que dit cette convention? Donc déjà elle définit la consistance des travaux, donc c'est la réalisation d'un plateau surélevé conformément aux normes. La maîtrise d'ouvrage, c'est une route départementale, mais la maîtrise d'ouvrage reste communale. La propriété des ouvrages, c'est le domaine public du département. Nous sommes responsables des dommages pendant l'exécution des travaux. Pour le financement, donc on a un montant d'estimation qui a été évalué à 35 510 € hors taxe. Et le département nous apporte une aide forfaitaire de 3 382 € qui correspond à l'enrobé qui est situé sur la partie route départementale. Donc voilà, on vous demande d'autoriser le maire à signer cette convention. Vous avez des questions sur ce rapport? Pas de questions. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui... Abstention. Merci. Rapport numéro 16. Pour information, peut-être, on aura une troisième délibération à passer prochainement pour le plateau surélevé de la rue Saint-Paul en face à la Maison de la Musique, où on a eu une demande de l'accord pour faire ce plateau. Et les travaux devraient débuter aussi dans le courant du mois d'octobre, pour sécuriser un peu plus la rue Saint-Paul et abaisser les vitesses. Et notamment la partie vers la Maison de la Musique. Ça correspond à une demande qu'on a très souvent, par rapport à la vitesse. Voilà, donc je te laisse présenter le rapport numéro 16. Concerne, dans le cadre de notre OPAH, des aides à l'habitat. Donc deux dossiers concernant une façade pour Madame Reverdy Solange, donc, qui est 13 rue Saint-Paul, avec un montant de travaux de 2135,21 €. Une aide de l'accord de 289,10 €, une aide identique pour la commune, ce qui donne une subvention de 578,20 €. Et un deuxième dossier qui est un dossier ANA pour l'installation d'une douche, la réfection d'une salle de bain et la mise aux normes en électricité, un montant de travaux de 6 781,30 €, une aide de l'ANA de 2 968 €. La commune apporte 500 € et la région apporte 1000 €, ce qui donne une aide totale de 4 468 €. Et comme vous le constatez, sur un montant de 6 781,30 €, c'est un dossier qui est très très bien financé. Ouais. Avec un reste à charge de 30%, guère plus. Voilà.
Je peux vous faire un petit bilan des aides apportées en 2021. Donc on a, depuis la mise en place de notre OPH, on a 7 dossiers qui sont passés en délibération, y compris ces deux. On a apporté 3 822,60 € sur un budget de 50 937,50 € en investissement. Et il reste à venir 5 dossiers qui sont passés à l'accord, hein. Donc ce qui correspond à une aide de 4 232 €. Et on a 2 réhabilitations d'immeubles pour des montants d'aide communale de 8 480 et 11 520, ce qui fait 20 000 € au total, mais c'est des dossiers qui vont passer certainement sur 2022. Non, ça va passer sur 2021. Ah, ça passera sur Ça 2021. passera au prochain conseil communautaire. Donc c'est le dossier de... On les a vus en Comex tout à l'heure. À Belfort et rue Auguste-Villy. Donc ce qui fera, donc si on aura 28 000 € donc d'aide communale sur 50 000 €. Voilà, donc on a encore un petit peu de marge pour l'année 2021, mais l'idée, il faut qu'on en rediscute, mais c'est peut-être de reporter le reliquat sur l'année prochaine, qu'on ait une somme un peu plus conséquente, parce qu'on risque d'avoir plus de dossiers en 2022. Voilà, pour les informations concernant ces aides. C'est un secteur qui est bien parti, on a des demandes pas mal. J'en discutais avec des collègues maires, notamment Tarare, ils ont beaucoup moins de demandes que nous. Ils sont un peu surpris, quoi, mais bon. Tant mieux. Au PH est déjà plus d'ancienneté, ouais, donc peut-être pour ça aussi. Voilà, donc sur ce rapport numéro 16, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Des abstentions? Merci, adopté à l'unanimité. On passe au rapport numéro 17 et ça concerne une décision modificative, Eric. Donc décision modificative concernant le budget principal, donc 2 sections là, en fonctionnement, donc vous trouverez tout un tas de réajustements hein, qui concernent des fonds de péréquation, des taxes et des impôts, etc. Bon, on était parti sur un budget estimatif et on a les chiffres précis. Voilà ce qui nous permet de dégager un montant de 106 410 € en augmentation de crédit qu'on va basculer à la section de fonctionnement. On le verra tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'on a aussi? Des dotations de la DSR, une dotation de solidarité rurale. Hein, on a un négatif, on est un petit peu de moins 55 750. Par contre, on a 90 000 € en impôts directs qui sont en augmentation de crédit. Voilà. Donc vous voyez le total du fonctionnement, donc on est sur une augmentation de crédit de dépenses équilibrée avec les recettes à 106 410 €. Ensuite, concernant la section d'investissement, donc on a des subventions concernant donc l'orgue pour 34 905 €, en augmentation de crédit de la région. Ensuite, sur le site Robin-Marieton, une aide de la région également de 100 000 € sur le plan de relance. Les 3 382 € qui figurent dans le tableau sont l'aide qu'on a vue précédemment sur le plateau du Clos du Crêt. Ensuite, 10 000 € qui concernent également l'orgue, c'est la dotation crédit agricole. Et enfin, pour la salle des sports, donc la DETR, pour un montant de 142 500 €, ce qui nous fait un total de 290 780 €. Et on inscrit en dépenses la page suivante, donc 3 millions d'euros pour la salle des sports, puisqu'on va engager les marchés avant la fin de l'année. Il faut qu'on ait les montants inscrits au budget pour pouvoir le faire, ou même au début d'année prochaine, avant le vote du prochain budget. Ce qui nous incite à inscrire, pour équilibrer le budget, un emprunt. Donc c'est pour ça qu'on a passé les 106 000 € à la section d'investissement pour pouvoir baisser ce montant d'emprunt. Donc il s'élève à 2 607 803. Emprunt sur lequel on va déduire les subventions qui seront apportées au fil de l'année. Hein, et donc on aura certainement un montant d'emprunt moindre. Mais ça on le verra quand on aura les attributions de subventions qui aujourd'hui ne sont pas connues. Voilà. Mais on a l'obligation de prévoir le financement quand on lance les marchés, quoi. Donc on a 5 000 € également qui figurent en augmentation de
de dépenses, hein, c'est pour l'orgue, c'est pour réajuster le montant des travaux. Voilà ce qui nous fait un total général de 3 111 410 € sur les deux sections équilibrées. Si vous avez des questions. Si vous n'avez pas de questions, on passe au vote sur cette première décision modificative. Qui est contre? Qui s'abstient? 2, 4, 6, merci. On passe donc à la deuxième décision modificative concernant la ZAC de Coucy. Donc décision modificative ZAC de Coucy, donc on a en augmentation de crédit de dépenses, donc plus 17 000 €, on avait 10 000 inscrits déjà sur le budget primitif, et ça correspond donc avec 10 000 qui étaient inscrits, plus 17 000, 27 000, ça correspond à la maîtrise d'œuvre qu'on a vu tout à l'heure en début de séance, pour la maîtrise d'œuvre du bureau d'études Auxiria. Et on inscrit également en dépenses un montant de 309 410 € qui correspond aux travaux de viabilisation de la tranche 8. Et en recettes, donc 326 410 € qui sont les ventes de terrain. Voilà. Donc on équilibre notre budget dépenses-recettes à hauteur de 326 410 €. Sachant que de toute façon, toutes les dépenses sont compensées par les ventes de terrain et on doit équilibrer l'opération, voire faire un peu de bénéfices. Ouais. Sachant aussi qu'il restera les enrobés définitifs à réaliser dans les tranches précédentes. Donc il faut bien qu'on ait un peu de crédit pour pouvoir le réaliser. Chaque fois qu'on fait une tranche, on fait un enrobé, c'est de la grave bitume. C'est pas l'enrobé définitif, puisqu'on attend que l'ensemble des travaux soit fini pour que l'enrobé définitif ne soit pas dégradé par les engins au moment des constructions de maisons. C'est pour ça qu'on fait cette opération en deux temps, quoi. Est-ce que vous avez des questions sur ce budget annexe de la zone de Coucy? On passe au vote. Des gens qui sont contre. Abstention. 6 abstentions. Merci. On passe au rapport 19. La participation des communes aux frais de fonctionnement des écoles publiques. Simone. L'article 212 du Code de l'éducation dispose que lorsque les écoles maternelles et les classes enfantines et les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire, lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée pour des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, à l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune, et pour des raisons médicales. Depuis l'année scolaire 2007-2008, la commune d'Amplepuis demande, sauf circonstances particulières et notamment en termes d'effectifs, aux communes de résidence des élèves accueillis dans les écoles élémentaires et maternelles d'Amplepuis une participation aux frais de fonctionnement des écoles d'accueil. L'examen détaillé des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires d'Amplepuis de l'année scolaire 2020-2021 fait apparaître un coût annuel de fonctionnement par enfant de 258,25 € pour l'école élémentaire et de 1 571,76 € pour l'école maternelle. Il convient d'ajouter à ces montants les sommes allouées au titre des fournitures scolaires, soit 48 € par élève scolarisé en classe élémentaire et 42 € par élève scolarisé en classe maternelle. En conséquence, il est proposé au conseil municipal, sur avis de la commission scolaire et la commission finances, de fixer la participation pour l'année scolaire 2021-2022 à la somme de 306,25 € pour un élève de classe élémentaire et 1 613,76 € pour une classe maternelle. D'autoriser le maître à mettre la participation des communes concernées en recouvrant et à entreprendre, si besoin, les démarches nécessaires en vue de recouvrement d'office, et d'autoriser le maire à refuser l'inscription dans les écoles d'Amplepuis des enfants ressortissants des communes extérieures qui
qui n'acquitteraient pas leur participation malgré les démarches prévues ci-dessus. Bien. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Pas de questions. On va passer au vote. Des gens qui sont contre? Des abstentions? Merci. Adopté à l'unanimité. On passe au rapport numéro 20, l'attribution des crédits scolaires. Simone. Pour rappel, le crédit pour les fournitures scolaires des classes maternelles et élémentaires d'Amplepuis était fixé pour 2020-2021 à 42 € par élève, plus 6 € de dotation pour l'achat des manuels scolaires dans les classes élémentaires. À cette dotation s'ajoutent les crédits de direction, fixés pour 2020-2021 à l'école élémentaire Le Petit Prince à 230 € et à l'école maternelle La Marelle à 186 €. Pour assurer leur bon fonctionnement, les écoles maternelles et élémentaires, il convient de prévoir pour l'année 2021-2022 les modalités relatives à la répartition des crédits de fournitures scolaires et de direction qui seront inscrits au budget communal pour les écoles publiques, article 6067 pour les fournitures scolaires et 6064 pour les crédits de direction, et feront l'objet du versement d'une subvention pour ce qui concerne le montant pour les fournitures scolaires attribuées à l'école privée Saint-Charles. Sur proposition de la commission scolaire et après avis de la commission finances, le conseil municipal sera appelé à valider l'attribution pour 2021-2022 des crédits ci-après. Fournitures scolaires aux écoles publiques, 42 € par élève, plus 6 € pour les élèves de la classe élémentaire pour l'achat de manuels scolaires. L'inscription au budget communal des crédits de direction pour l'école publique, 230 € pour le Petit Prince, 186 € pour l'école La Marelle. Inscription au budget communal, également la subvention de fournitures scolaires à l'école privée Saint-Charles pour les élèves domiciliés à Amplepuis, fournitures scolaires 42 € et une dotation complémentaire de 6 € pour les élèves en classe élémentaire. Le Petit Prince recevra une subvention de 8112 € pour 169 élèves. La Marelle, une subvention de 4620 € pour 110 élèves. Et l'école Saint-Charles, 7878 €. 42 € pour 171 élèves, 42 €, plus 6 € pour 116 élèves. Pour les crédits de direction, 230 € pour le Petit Prince et 186 € pour la Marelle. Bien. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Pas de questions, on passe au vote. Des gens qui sont contre? Des abstentions? Merci. Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 21. Les études surveillées. Simone. Subvention études surveillées à l'école Saint-Charles. Comme chaque année, l'école Saint-Charles sollicite le renouvellement de l'aide financière de la commune pour les études surveillées. Après avis de la commission scolaire et de la commission finances, le conseil municipal sera appelé à approuver l'octroi d'une subvention d'un montant de 5 912,37 € au profit de l'AEP, détaillé comme suit. 278 heures d'études surveillées à 14,18 € l'heure, c'est une subvention de 3 942,04 € et 208,30 € de surveillance à 9,45 € l'heure, ce qui fait une subvention de 1 970,33 €. La subvention totale sera donc de 5 912,37 €. Voilà. Donc en pièce jointe, vous avez bien sûr la demande de l'école Saint-Charles. Et les heures. Et les heures qui vont avec. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Pas de questions. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Des abstentions? Merci. On passe au rapport numéro 22. La subvention pour la cantine. Subvention cantine pour l'école privée Saint-Charles. Depuis plusieurs années, une aide est apportée par la commune à la cantine de l'école privée. Pour 2020 et 2021, 133 enfants domiciliés en Amplepuis ont déjeuné à la cantine, ce qui représente 7 621 repas.
présidente de l'appel, le directeur de l'école et le chef d'établissement sollicitent pour 2021-2022 la reconduction de cette subvention. La subvention n'ayant pas été revalorisée depuis 2009, il est proposé de l'actualiser en référence à l'indice des prix de la consommation par rapport à l'évolution de l'indice de juin, soit l'actualisation de 1,25%. Après avis de la commission, vie scolaire et finances, le conseil municipal est appelé à approuver pour l'année scolaire 2021-2022 le versant d'une somme de 7 415,55 € au profit de l'AOP. Donc, ce qui fait 7 324 € plus 1,25%. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Pas de questions, on passe au vote. Des gens qui sont contre, abstention. Adopté à l'unanimité, merci. On passe au rapport numéro 23, les garderies périscolaires. Chaque année, une subvention est allouée à l'association AEP pour les heures de garderie périscolaire à l'école privée Saint-Charles. Les décomptes d'heures réalisés en 2020-2021 s'établissent comme suit. Au premier trimestre, 342 heures. Au deuxième trimestre, 252 heures. Et au troisième trimestre, 234 heures. À 9,45 € l'heure, ce qui donne une subvention de 7 824,60 €. Vous avez pour mémoire les années 2019 et 20 et 2018-19. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Pas de questions. On passe au vote. Des gens qui sont contre, des abstentions. Adopté à l'unanimité, merci. Rapport numéro 24. Toujours Simone. Participation financière aux dépenses du fonctionnement de l'école privée Saint-Charles sous contrat d'association. Les établissements privés d'enseignement ont la faculté de passer avec l'État des contrats d'association à l'enseignement public. C'est le cas de l'école privée Saint-Charles. Les communes doivent prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes dans l'enseignement public. Dans ce contexte, le montant du forfait communal est calculé en référence à l'ensemble des dépenses de fonctionnement assumées par la commune d'Amplepuis pour les classes élémentaires et maternelles publiques et il est versé pour chaque élève domicilié à Amplepuis. Les dépenses retenues pour ce calcul sont notamment l'eau, l'assainissement, le gaz, l'électricité, le petit équipement, les fournitures administratives, la location mobilière, l'entretien des bâtiments, les frais de maintenance, la documentation, le téléphone, la rémunération des ATSEM et du personnel d'entretien. Considérant que la commune doit verser la participation due à l'école privée sous contrat d'association concernant les élèves domiciliés à Amplepuis, que le calcul du forfait par élève s'établit selon le principe de parité entre école publique et école privée sous contrat, sur la base du coût par élève scolarisé à l'école publique d'Amplepuis en distinguant les élèves de maternelle et les élèves d'élémentaire. Que le coût par élève de l'école publique pour la ville d'Amplepuis au titre de l'année scolaire 2020-2021 s'établit sur la base des dépenses constatées à 1 644,82 € par élève de maternelle et à 274,08 € par élève d'élémentaire. Il sera proposé au conseil municipal d'établir le forfait pour 2021 et 2022 comme suit, sur la base des effectifs à la rentrée 2021-2022. Maternelle, 55 élèves à 1 644,82 €, donne un montant de 90 465,37 €. Pour les classes élémentaires, 116 élèves, 274 € par élève, ce qui donne un montant de 31 793,78 €. Le montant du forfait s'élève à 122 259,15 €. D'imputer la dépense sur le compte 6 558
contribution obligatoire du budget de la ville et d'approuver son versement selon les modalités suivantes. Versement d'un acompte de 50 000 euros en janvier 2022 et le solde 72 259,15 en avril 2022. Des questions sur ce rapport? D'autres questions? On passe au vote. Des gens qui sont contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Merci. Rapport numéro 25, subvention au RASED. Alors le RASED, c'est un réseau d'aide spécialisé aux enfants en difficulté et c'est une structure de l'éducation nationale qui comprend une psychologue et 2 enseignantes spécialisées. Ce réseau s'adresse aux élèves en difficulté sur demande d'aide formulée par leurs enseignants ou leurs parents. En 2020-2021, 20 demandes d'aide ont été adressées au RASED par les écoles publiques. N'en plus. Le RASED sollicite directement les conseillers municipaux afin d'obtenir une subvention destinée à financer l'achat et le renouvellement du matériel spécifique. Il est demandé au conseil municipal, après avis de la commission scolaire et de la commission finances, d'approuver un versement d'une subvention au RASED pour un montant de 350 euros. Bien. Est-ce que vous avez des questions sur cette subvention au RASED? Oui. Simplement, est-ce que le nombre de demandes d'aide est en augmentation? 8 et 7, 16 élèves cette année qui sont en demande de visite du psychologue pour l'instant. Hein. Après, Par rapport aux années antérieures? Il y avait 20 élèves l'an dernier. C'est toujours à peu près sur ça correspond à peu près. Il y en avait un petit peu moins, mais j'ai pas vérifié, mais il me semblait qu'il y en avait un petit peu moins. Non, il y avait 20 élèves l'année dernière quand même. Et sur l'ensemble, sur les communes, 45 élèves entre les petites communes et en plus puits. D'autres questions? On passe au vote. Les gens qui sont contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Merci. Rapport numéro 26, Lydie. Donc, la subvention à l'association Les Amis du Musée Timonier Gras. Donc, dans le cadre de l'organisation du géo-événement Le Quartier des Schlettes, donc les mardis 5, il y a eu la conférence avec Bruno Roussel et le samedi 9, donc le Quartier des Schlettes, l'association demande une subvention financière une demande de participation financière. Pardon. Donc, il est demandé au Conseil d'approuver le versement d'une subvention à l'association à hauteur de 500 euros. Vous avez le courrier en annexe 8. Bon, c'est une manifestation qui s'est déroulée et qui a bien marché a priori. Oui, voilà. Très bien. Il y avait eu 3 visites guidées. Ouais, donc c'est très bien. Voilà. Bien, donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Autre question, on passe au vote. Des gens qui sont contre? Abstention? Merci. L'ordre du jour étant épuisé, Jean-Marc, tu nous fais l'éphéméride. Donc l'éphéméride pour le mois suivant. Ce week-end est bien chargé. Samedi 16 et dimanche 17, foire au vin et produits du terroir à Sol Bourbon. Le dimanche 17, championnat départemental BMX, vous avez dû recevoir une invitation. Au moment où je vous parle, il y a 170 inscrits. Le mardi 19 octobre, assemblée générale UCA, 19h30 en mairie. Le samedi 23 octobre, inauguration stade 10h30, hall 12h. Vous avez dû recevoir des invitations. Samedi 23 octobre, toujours concert accordéon club au théâtre de Tarare et non pas à la MJC. Il y a le troc vert aussi le 23 octobre à la Hall Industrie 8h30 à 12h.
Le dimanche 24 octobre, poker appel à l'étincelle. Le jeudi 28 octobre, le don du sang salle Bourbon. Le jeudi 11 novembre, cérémonie à 11h30, monument aux morts. Le samedi 13 novembre, salle Bourbon, concert des amis musiciens. Le samedi 20 novembre, journée retrouvailles Karch, Saint-Claude. Samedi 20 novembre, concert des amis du musée salle Bourbon, 20h30. Samedi 20 novembre, halle du VRC en mairie à 17h. Dimanche 21 novembre, assemblée générale pétanque mairie 10h. Lundi 22 novembre, assemblée générale ski et montagne 10h Saint-Claude-Ussel. Vendredi 26 novembre, assemblée générale sous des écoles mairie 20h30. Samedi 27 novembre, assemblée générale ADC mairie 10h. Samedi 27 novembre, Bolotte Téléthon salle des Chelettes. Samedi 4 décembre, Téléthon plus soir poker, salle des Chelettes. Et le mardi 7 décembre, conseil municipal à 20h en mairie. J'espère qu'on n'a rien oublié. Si vous avez d'autres infos, on les prend. Donc, notez dans vos agendas 2 réunions. Donc, une réunion publique le 9 novembre à 18h30 ici, dans cette salle, pour vous présenter le déploiement de la vidéoprotection sur la commune. Donc nous serons assistés de la gendarmerie et du bureau d'études qui a travaillé sur le dossier. Et également, on va donc le conseil municipal du mois de décembre, combien 7. Donc on aura une réunion d'une heure environ pour vous présenter les orientations des zones de rencontre sur le centre-ville et essayer de faire des choix sur des actions à mener. Voilà, on vous demandera un peu vos avis pour éviter de prendre les décisions contre-adjoints. Voilà, vous pourrez débattre. Et j'ai oublié le dimanche 28 novembre, le repas des seniors à salle Bourbon. Bien, on passe aux questions diverses. Donc, Autre question concerne l'EHPAD d'Amplepuis. Donc il y a un projet donc d'extension, réhabilitation donc de cet EHPAD. Une autre question, c'est de quand est-ce que débuteront les travaux? Est-ce qu'ils vont vraiment débuter? Voilà, c'est votre première question. Ouais. J'espère bien qu'ils vont débuter un jour. On travaille ardemment là-dessus et je suis en train de vous chercher la date de notre prochaine réunion. C'est la semaine prochaine où on a une réunion entre les maires concernés par les trois maires avec la direction. Et ensuite on a un conseil CHBV le 28 octobre. Donc c'est des réunions sur lesquelles on va passer. Je vous en dirai plus au prochain conseil. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus puisque des études ont été menées et on aura le rapport de ces études semaine prochaine. Est-ce que le terrain Chuseville, est-ce que la négociation est terminée? Est-ce qu'il est vendu? La négociation est terminée. Il y a eu des retards un peu par les notaires qui ont traîné un petit peu suite au problème qu'il y a eu au notaire à Tizy. Ouais, c'est bon. Oui, ils ont demandé à avoir le permis de démolir pour l'inclure donc dans l'acte de vente. Donc ce permis de démolir a été acquis, donc il n'y a plus de raison que ça bloque, quoi. Voilà. Une dernière question concernant l'EHPAD et puis peut-être même le CHBV en général. Où en est la situation de ce centre hospitalier sur le plan financier, économique? On en saura plus puisque c'est au moment de la réunion du CHBV qu'on a tous les chiffres, quoi. Au niveau du remplissage, je sais que ça repart pas aussi vite
qu'on aurait souhaité, quoi, bien sûr, quoi. Mais bon, d'un autre côté, on peut se dire, c'est le moment peut-être de faire les travaux, étant donné que l'hôpital n'est pas plein, et ça peut faciliter, parce que travailler en site occupé, c'est jamais bien évident. Donc, mais sincèrement, j'ai confiance maintenant sur un début assez rapide des travaux. Merci. Oui. Au mois de juillet, nous avons été destinataires, tous, je crois, puisque c'est adressé à tout le monde, d'un courrier de personnes domiciliées rue Saint-Paul qui se plaignaient de détérioration, qu'elle puisse être visuelle ou auditive, par rapport justement à la halle et ce qui pouvait se passer à la halle. Quelle a été la suite donnée à ce courrier? On a rencontré les personnes il y a un mois par là à peu près. Hein. À peu près, donc bon, on a évoqué les problèmes et les solutions. Bon, les solutions, elles reposent sur les personnes, il faut qu'elles se protègent elles-mêmes, quoi. C'est pas nous d'aller mettre quelque chose chez des privés, puisqu'on n'a pas mission à engager des finances sur des propriétés, quoi. Mais la rencontre s'est très bien passée, quoi. Enfin, Eric, si tu veux rajouter quelque chose, puisqu'on était ensemble, on a reçu 2 personnes, c'est tout. On a reçu, depuis on n'a pas de plaintes qui nous sont arrivées depuis, quoi. Bon, je vais simplement rajouter qu'on a des plaintes par rapport au vis-à-vis que ça crée suite à cet nouvel aménagement, mais on a aussi des plaintes de bruit, de jeunes qui squattent un petit peu les bancs. Ça, c'est un deuxième propriétaire, mais qui n'a pas fait de courrier. Il s'est plaint verbalement. Voilà, donc après... C'est vrai que c'est très fréquenté la nuit. Bah, c'est ce qu'on dit, mais c'est vrai que bon, déjà il n'y a plus de lumière à partir de 23h30 et le parc est fermé normalement à 21h. Hein. Donc après c'est les gendarmes qui feront respecter l'arrêté qui est affiché. Hein. Et ça on peut pas. Nous c'est pas nous qui allons aller déloger les squatteurs parce que moi je les ai vus une fois. J'ai pas envie de m'y frotter. Non, puis c'est pas notre rôle. C'est pas nous. C'est pas notre rôle en plus. Non, j'entends bien et je comprends. Par contre, ce qu'on pourra peut-être faire, si jamais ça se poursuit sans qu'on puisse agir, c'est de déplacer les bancs peut-être. Si on enlève les bancs, on n'aura peut-être plus de squat et on les mettrait un peu plus haut, mais ça changera pas le problème. Hein. Ils vont se mettre plus haut. Hein. Donc non, la solution, ça sera peut-être la vidéoprotection qui est prévue sur le site. Voilà. Et par rapport aux barrières que les gens demandent, ils demandaient qu'on les finance. On ne peut pas financer des clôtures chez les privés. On leur a simplement indiqué de planter de la végétation, une haie végétale pour se protéger de la vue. C'est tout ce qu'on peut leur dire. Hein. Et bon, ils n'étaient pas très favorables, mais c'est la meilleure solution et la moins coûteuse surtout pour eux. Exactement. Et on a reçu également très récemment un courrier de l'interclasse en 1. Vous avez dû l'avoir, je pense, début de semaine également, qui demande par ce courrier la gratuité des locations de la salle Bourbon et de l'Étincelle, étant donné qu'il n'avait pas un financement qui était anticipé, qui n'avait pas pu être anticipé du fait de la crise sanitaire. Donc, quelle suite pensez-vous également donner à ce courrier-là? Non, jusqu'à nouvel ordre, on n'a pas reçu. Enfin, j'ai pas reçu de courrier. J'ai regardé le courrier aujourd'hui, on n'avait pas encore. Du 1er octobre, donc. Mais non, on n'a rien reçu. Hein. Je peux vous le lire alors, comme ça, au moins. Oui, j'aimerais bien quand même avoir un courrier quand même, parce que bon. Je suis assez étonnée. Je pense que les intéressés doivent avoir le courrier en premier quand même, je suppose. Eh bien écoutez, peut-être l'ont-ils donné à Thierry qui n'est pas là et qui vous en a pas fait non, part. Non, on avait une réunion d'adjoints hier. Hier, il en a pas fait part, donc il en aurait fait part s'il l'avait eu. Hein. Ok,
Bah écoutez, je vais vous le lire alors pour le coup. Après une année difficile et confinée, la fête des classes en 1 a pu avoir lieu avec du retard et des restrictions. Une fête qui a permis des retrouvailles sous le signe de l'amitié. Organiser cette fête des classes en 1 a été compliqué, sans aucun budget au départ, du fait qu'aucune manifestation n'a pu avoir lieu sur l'année 2020. 0 € était en caisse. Outre une bonne participation des annonceurs pour l'élaboration du programme, les dépenses étaient là malgré une bonne maîtrise de celle-ci par les organisateurs, les 10 ans, les anciens, les fanfares, etc. Chaque classe a dû contribuer à l'interclasse. Durant l'été et la perspective de la fête des classes fixée au 5 septembre, la mairie avait annoncé qu'elle viendrait en aide aux conscrits. Par ce courrier, nous venons vous demander la gratuité des locations de la salle Bourbon et celle de l'Étincelle. En espérant que vous comprendrez nos difficultés à boucler notre budget, nous comptons sur votre soutien. Bon, premièrement, je voudrais bien qu'on ait le courrier, quoi. C'est la première des choses. Deuxième chose, donc on en parlera pour voir quelle décision on prend. Moi, je regrette quand même, c'est que les demandes arrivent après la manifestation. Je trouve que c'est pas bien logique. Il aurait fallu qu'on ait les demandes avant pour qu'on se positionne. Je trouve que venir après, c'est... Il n'y a pas eu d'échanges verbaux qui peut-être seraient restés en suspens à ce niveau-là? Ah non, pas du tout, non. Je sais pas, T'as quelque chose à rajouter? Oui, je vais rajouter Oui. quelque chose. Thierry et moi, on avait reçu donc l'interclasse en 1 et il avait été question de la gratuité. Ils ont évoqué cette gratuité et la réponse avait été négative. Donc il y avait eu quelque chose de fait en amont. Oui. Confirmé. Bon, voilà, Oralement. Ouais, c'était verbal. verbalement, et donc moi, dans ce genre de choses, moi j'aime bien voir des courriers, quoi, parce que bon, le courrier, c'est moi qui le regarde, et Oui. voilà. Ceci étant, il est quand même confirmé que ça avait été évoqué de fait. Et puis, la dernière question, c'est sur le skatepark qui est fermé. Donc, est-ce qu'il est envisagé de le déplacer pour l'instant? Oui, Des jeunes ici sont rendus et c'est bouclé complètement. oui, on est en train de regarder comment on va faire et où on va le mettre. De toute façon, il faut qu'on le déplace compte tenu de la construction de la salle, quoi. Il faut qu'on trouve un nouvel emplacement qui n'est pas défini pour le moment, quoi. Hein. Voilà. D'autres, oui. Le prix de la location de la salle, je l'ai plus précisément en tête, ça dépend les périodes, enfin la période de l'année déjà, s'il y a chauffage ou pas, honnêtement. Combien, Dimitri, Oui, non, mais précisément, moi j'aime mieux pas donner le chiffre plutôt que de donner un chiffre erroné, quoi. Mais c'est en gros dans ces eaux-là, quoi. Ouais, sur le site de la commune, oui, les tarifs sont indiqués, c'est vrai. D'autres questions? Pas d'autres questions? Bien, merci à toutes et à tous. Donc le prochain conseil municipal est fixé donc au mardi 7 décembre. Voilà. Merci à toutes et à tous.